Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là ce soir parmi vous. Tu le disais, Olivier, pas simplement, même si c'est très important, que de valider un parcours de formation autour des 2 masters que vous avez suivis et réussis. Et je crois que le lieu, tu le disais, vous le disiez aussi, est un lieu qui doit nous inspirer dans le cadre de ce besoin d'être attentif à la question environnementale et auquel les activités de nos entreprises, de la MJeune en particulier, doivent prendre une place grandissante dans tous nos projets. Donc, une fois qu'on a dit ça, je reviens sur le sujet pour lequel cette table ronde a été organisée, c'est-à-dire les enjeux de la formation pour les structures de l'ESS. Alors, la MJeune, depuis sa création, s'est structurée autour de l'engagement des militants tout au long de son histoire. La mutuelle compte des bénévoles élus localement qui représentent les adhérents tout au long de l'année, et ce, jusqu'au point d'orgue de l'année que constitue l'Assemblée générale annuelle des adhérents. La mutuelle présente, de ce point de vue-là, une particularité. C'est-à-dire que dès 1948, et donc dès quasiment sa création, la mutuelle peut s'appuyer sur des militants détachés de l'éducation nationale pour gérer les œuvres sanitaires, sociales, médico-sociales, pour gérer la santé de ses adhérents. Et des militants sont ainsi engagés de tout temps sur des missions régionales, locales comme nationales. Certains, parmi ces militantes et ces militants, s'occupent de l'animation de la vie mutualiste, d'autres de la prévention, des relations institutionnelles et de l'ESS, d'autres encore des relations spécifiques avec nos écosystèmes ministériels. Et puis enfin, d'autres militants, du fait de leur engagement, en viennent à devenir administrateurs, membres du bureau national et puis président ou présidente. Et ce système de détachement ou de mise à disposition est toujours d'actualité dans notre mutuelle, qui s'ouvre aujourd'hui à d'autres champs ministériels et pourrait donc demain bénéficier de l'apport de militants qui viendraient d'autres horizons que celui de l'éducation nationale. Alors, amener des adhérents à s'impliquer dans la vie opérationnelle de la mutuelle n'est pas qu'une posture idéologique. Ça résulte aussi, et d'abord, je dirais, d'une volonté politique qui impose à la fois d'identifier des profils, de les accompagner, et puis de les faire progresser. Alors nous sommes dans le cas, dans le cadre de ces détachements et de ces mises à disposition, dans le cadre d'une profonde réorganisation professionnelle qui nécessite une montée en compétences certaine. On a parfois coutume de dire que MJeune, c'est l'école du 2e parcours. C'est-à-dire qu'au-delà de la vie professionnelle qu'on avait dans nos ministères employeurs d'origine, on s'engage dans un 2e parcours. Et ça passe par la reconnaissance des compétences passées par tous ceux qui viennent nous rejoindre et qui ont eu, avant de nous rejoindre, un parcours, une trajectoire, des compétences, des expériences, en tant que militants, en tant que bénévoles, en tant que salariés parfois, et en tant que mutuelle de l'éducation, avant tout, nous avons à cœur de construire pour ces personnes-là des parcours de professionnalisation structurants. Alors, dans les années 70, nous formions déjà nos militants comme les salariés et même des militants syndicaux. Aujourd'hui encore, nos formations sont toujours ouvertes à d'autres acteurs. Nos formations accueillent des administrateurs de mutuelles d'Afrique, d'Europe, et nos initiatives ont servi de base pour construire notre université militante vive. Alors ce soir, je voudrais, au nom de MJeune, remercier très chaleureusement l'Université du Mans, représentée par son vice-président à la formation continue Sylvain Durand, Éric Bidet, responsable du Master 2 ESS, et Hugo Gaillard, responsable du Master 2 Management et Administration des entreprises. Loïc Kéricide, responsable du suivi de la VAE. Alors le partenariat que nous avons avec l'Université du Mans, elle commence à être ancienne, elle date de 2016. Et ça nous permet aujourd'hui de diplômer une vingtaine de militants tous les ans. Ce diplôme est le fruit d'une collaboration basée sur la confiance réciproque entre nos institutions, mais aussi un travail de longue durée, patient, de plusieurs acteurs. Et au début de l'aventure, nous souhaitions plusieurs choses. Intégrer des modules de formation académique dans les parcours existants au sein de la formation des militants. Nous souhaitions par ailleurs que l'université puisse reconnaître certains modules que nous dispensions, qu'un processus de VAE collective soit mis en place
et puis que nos processus d'innovation sociale sous format hackathon soient reconnus et que le tout, que cet ensemble, soit valorisable par un Master 2. Alors comment dire sans exagérer, sans trop vouloir flatter l'Université du Mans? Finalement, j'avais pris le bon dès le départ. Bon. Sans flatter, je disais, l'Université du Mans, nos exigences auraient pu avoir à décourager certains partenaires académiques. D'ailleurs, je pense que certains l'ont été au regard des exigences et des enjeux que nous posions. Mais nous avons trouvé en l'Université du Mans un partenaire ouvert, patient, flexible et toujours prêt à jouer de nouvelles partitions avec nous. Alors vraiment, un chaleureux merci pour votre engagement à nos côtés durant ces nombreuses années. Cela ne s'est pas fait en un jour, il nous aura fallu presque 2 ans de construction collective pour y arriver, mais notre capacité à diplômer est désormais une force et à la fois une faiblesse. Nous savons en effet que cela ne fonctionnera pleinement que si d'autres acteurs de l'ESS entrent dans ce processus. Et c'est peut-être ça le sujet en fait, c'est que aujourd'hui l'enjeu de professionnalisation pour toutes les structures de l'ESS est le même, et toutes les structures de l'ESS n'ont pas les mêmes capacités à accompagner, former, valoriser, reconnaître et inscrire tous les militants de toutes les structures, quelles qu'elles soient, dans un parcours diplômant. Moi je rappellerai une chose, c'est que quand on est mutualiste avant tout et qu'on est élu, bénévole, il faut garder à l'esprit qu'on n'est que de passage. On n'est que de passage, on vient avec un bagage, on s'en construit un, et on a une responsabilité collective dans le fait de pouvoir valoriser pour quiconque ce passage-là, ces compétences acquises, et de pouvoir les exporter, les transporter et les exprimer pleinement ailleurs. On n'est que de passage, mais ça nous impose une forme de responsabilité collective que de faire que ce passage, on en retire collectivement quelque chose. Alors enfin, un dernier mot, et non des moindres, de remerciements, de félicitations à nos lauréats du soir. Vous avez accepté de rentrer dans une démarche de processus diplômant, exigeant, à la fois en temps de travail, en sacrifices, personnels voire familiaux. Il aura fallu de l'engagement, de la rigueur et de la persévérance. Nous avons mis en œuvre un processus d'accompagnement collectif de notre VAE qui permet de garantir finalement de meilleurs résultats qu'une VAE individuelle, certes, mais ce résultat, même s'il est collectif, est avant tout le vôtre. Ce que vous avez capitalisé, cette montée en compétences sur le Master ESS ou Management des administrations des entreprises, sont autant d'atouts pour notre mutuelle. Des militants qui sont mieux formés sont des militants plus engagés, plus impliqués. Vos connaissances vous servent et servent notre collectif. Vous gagnez en expertise partout, dans nos régions et nos départements. Vous accompagnez nos collectifs de militants élus bénévoles dans la mise en place des réponses au plus près des besoins des adhérents, avec des pratiques d'animation souvent innovantes. Vous êtes plus et mieux engagés dans la relation avec tous nos salariés et en premier lieu dans le cadre d'une formation socle de tous les nouveaux salariés qui rejoignent MGEN. Ces derniers bénéficient d'une formation à l'ESS de 6 heures, délivrée par des militants formés, en complément d'un module de formation en e-learning d'1h30. Faire vivre l'ESS dans nos organisations n'est pas une chasse gardée militante, un feu sacré que l'on ne partagerait pas. Au contraire, cela l'éteindrait, voire la menuiserait. Nous nous engageons ainsi à former nos conseillers, celles et ceux qui sont aujourd'hui, demain, au contact avec nos adhérents. Et l'ESS, ce n'est pas un argument commercial, c'est simplement notre ADN, c'est simplement notre identité. Nous devons faire vivre les principes et les valeurs, et c'est ce que nous faisons au sein de la mutuelle, mais aussi en dehors de notre mutuelle. Nous accompagnons les actions d'éducation avec l'ESPER, les réflexions autour de la mutualité et de l'éducation populaire, avec l'Institut Montparnasse notamment, l'éducation à la prévention avec l'ADOZEN, le lien avec les syndicats internationaux à travers le réseau Éducation et Solidarité, et puis notre soutien au développement en Afrique des solutions mutualistes partout où c'est possible. Alors vous le voyez, au final, une action de formation n'est pas une goutte d'eau anodine dans ce vaste océan. C'est pour nous l'épicentre, le cœur d'un engagement mutualiste fort, basé sur la connaissance, sur l'éducation,
Un diplôme universitaire au service de la mutuelle, de la société et finalement des hommes et des femmes par-delà nos frontières. Alors moi, je vais me permettre de retourner un petit peu les chaleureux compliments que vous avez adressés à Le Mans Université, parce que moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que l'université peut s'enorgueillir d'avoir la MGEN comme partenaire privilégié. Et pour moi, c'est pas un vain mot, puisque qui ne connaît pas dans le paysage universitaire la MGEN? Donc déjà, symboliquement, voilà, le fait qu'on ait pu développer ce partenariat très fort, eh bien, c'est un marqueur à plein de niveaux sur lesquels je vais pouvoir revenir un petit peu. Mais surtout, par rapport à vos discours, j'ai entendu plein de mots qui ont résonné dans mon esprit sur une vision qu'on peut partager d'une université, de ce qu'elle doit apporter, en fait, au service de tous. Nous sommes dans des schémas, je dirais, un petit peu, dans ce contexte-là, un peu formatés. On parle de licence, de master, etc. La formation initiale, voilà. Et très souvent, ou pendant assez longtemps, je dirais, un peu la vision que moi j'en ai, il y a eu tendance peut-être à négliger l'aspect de formation tout au long de la vie, de la valorisation des acquis et de l'expérience. Et donc, de plus en plus, il y a un effort important à faire pour rappeler que dans ce contexte actuel, on s'aperçoit que les parcours de formation sont tellement diversifiés qu'on entend que les jeunes maintenant vont passer par peut-être 5, 6 métiers avec des rebonds de multiples peut-être dimensions différentes. Donc, il y a un réel enjeu pour les universités de s'adapter, voilà, à changer un petit peu son paradigme, hein, un paradigme très ancien, initial, hein, pour se dire, ok, évidemment que les enjeux de formation initiale sont importants parce que voilà, il y a plus de 90% de réussite au bac. Très souvent, on rappelle le rôle majeur que doit avoir l'université en termes d'accompagnement justement de ces jeunes vers un enjeu très fort, hein, autour de l'insertion professionnelle. Mais voilà, il faut aussi faire preuve de souplesse, de modularité. Et c'est pas toujours facile dans un contexte universitaire, mais de temps en temps, on a de la chance d'avoir des personnes engagées, en fait, et qui travaillent dessus. Et je tiens tout de suite à remercier et à souligner l'engagement très fort, vous l'avez dit, hein, qu'a eu Éric Bidet, donc l'instigateur de ce premier travail collaboratif, hein, qui a pris 2 ans avec l'aide d'Olivier également, pour monter cet exemple original de partenariat socio-économique qui, j'espère, va continuer à inspirer d'autres collègues dans cette dimension. Et puis, je suis assez optimiste parce que on a la chance d'avoir recruté un jeune collègue aussi et qui s'est très vite impliqué dans cette démarche, Hugo Gaillard, qui a aussi fait l'effort de venir. Je découvre, hein, voilà, on se découvre un petit peu aussi avec Hugo et je pense qu'il a également cette fibre de solidarité, d'engagement et donc c'est lui le responsable du master management et administration des entreprises. Et je pense que voilà, on a une doublette qui est très intéressante pour vous dans cette perspective-là. Et voilà, on a la chance voilà, d'avoir des perspectives très, très positives, je l'espère, par rapport à ça. Alors, ce processus de VAE, il joue en plus un rôle d'autant plus important maintenant parce qu'il y a des réformes qui sont en cours autour de ça. Et on se rend bien compte de l'impact que ça peut avoir auprès des personnes et surtout du travail, je dirais, associé par rapport à ça. Et vous l'avez dit également, mais il est important de rappeler l'originalité d'une forme de VAE collective, finalement, où va se retraduire un autre terme qui résonne beaucoup entre nous, le terme de solidarité. Parce que dès lors qu'on est un groupe, hein, à s'impliquer, eh bien, les petites difficultés ou des fois les petits coups de mou devant une charge de travail importante ou des difficultés de compréhension peuvent plus facilement se résoudre dès lors
qu'elles se transcrivent à l'intérieur d'un groupe, où donc il y a une notion de dynamique collective qui est là. Et puis voilà, ça pousse, ça pousse à aller plus loin, à aller plus fort. Moi qui viens du domaine universitaire des sciences techniques, des activités physiques et sportives, c'est des valeurs auxquelles je crois aussi beaucoup. Et je pense que avec l'effort porté par la MGEN de former ses collaborateurs et ses militants, je pense qu'il y a vraiment un exemple très original, je vais me permettre de dire vertueux, mais aussi très impactant pour les différentes personnes. Et ça, je pense que c'est important. Donc, je le répète, moi, je considère vraiment que c'est une chance pour l'université d'avoir ce partenariat avec la MGN. Il y a eu déjà 133 militants de la MGN qui ont pu ainsi, par ce processus, valider un Master 2, donc c'est quand même des hauts niveaux de compétences. Actuellement, 38 également dans le Master donc Management et Administration des entreprises. Et puis, même si bien sûr il y a des sujets à un moment, alors le risque, c'est une forme de routine qui s'installe, donc être capable de se reprojeter, penser peut-être des nouvelles formes de partenariat, ouvrir peut-être aussi le champ autour de ces différents des domaines qui pourraient être impliqués dedans. Je pense que c'est d'autres enjeux clés en fait sur lesquels je n'en doute pas l'université saura s'investir par rapport à ça. Parce que voilà, il y a un enjeu, je dirais, fort sociétal par rapport à ça. Et donc, il est important, et je souhaite que de nombreuses autres années comme ça puissent arriver et nous permettre de partager, je dirais, des moments un petit peu conviviaux par rapport à ça. Alors c'est vrai que, très honnêtement, c'est pour ça que je suis venu, parce que c'est jamais évident voilà, même si Le Mans est très proche de Paris, c'est vite fait, c'est facile, mais on a tous des agendas assez chargés, mais je dis non, j'ai tenu à marquer, moi, pour tous ces aspects, mon attachement à ce partenariat et à la valeur qu'on y porte à Le Mans Université. Le soutien à Eric et à Hugo dans leur investissement par rapport à ça, en venant justement venir avec vous, partager ce moment de convivialité. Et je tiens à adresser toutes mes félicitations donc à tous les récipiendaires du jour. Parce que cette démarche de VAE, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... Moi, des fois, je me demande, je me dis, mais est-ce que tu serais capable de te réinvestir dans un process de formation ? Avec tout les enjeux qu'il y a, de se remettre dans les cours, de retravailler les éléments, de préparer des éléments d'évaluation, eh bien, il faut beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, et vous avez su et pu en faire preuve. Donc, c'est votre soirée pour vous, et donc, une nouvelle fois, toutes mes félicitations. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la MGEN de nous avoir conviés ce soir. Je vous félicite aussi d'organiser un temps comme ça, très symbolique en réalité, de remise des diplômes, parce que ça me semble vraiment important aussi de sceller quelque chose dans un parcours comme celui-ci. Et sur les enjeux de formation, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est ma conviction que la professionnalisation dans l'économie sociale et solidaire sur les parcours d'engagement, il est vraiment important. Il est important parce que vouloir le bien de l'autre, le bien commun, le bien de la société, en fait, le bon sens ne suffit pas. Et que je trouve que la démarche de formation, elle vient aussi interroger quelque part qu'est-ce que je viens faire là, en fait, moi, qui je suis, où j'en suis. Et donc je pense que c'est aussi un engagement dans le parcours de formation de se remettre dans des cours, de travailler, mais c'est aussi un travail sur soi que ça implique et voilà, qui est à valoriser et qui est important. Je pense que ça fait aussi des gouvernances qui sont peut-être plus saines quand chacun est un petit peu au clair avec son rapport à l'engagement. Je pense que la formation, elle permet ça aussi, au-delà des apports techniques qui sont importants voilà, selon les sphères qu'on intègre en termes de formation.
La deuxième chose, c'est la reconnaissance par le biais des certifications, des qualifications autour des diplômes. Elle est aussi très importante. On est dans un pays qui accorde beaucoup de crédit à ça. Et en termes de compétences transversales, je pense que ça répond vraiment à des enjeux aujourd'hui qu'il y a autour du sens au travail, du sens de l'activité, du métier ou de l'engagement qu'on a. Et en préparant l'intervention, j'ai repensé à il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à être élue chez Harmonie Mutuelle. Un des premiers acteurs de l'ESS que j'avais financé, donc j'habite à Strasbourg, donc en Alsace, c'était Active Action. Active Action, leur credo, c'est vraiment de dire faire de la période de chômage une expérience positive. Et donc le parti pris, c'est de dire aussi, pendant des périodes comme ça, qu'on appellerait d'inactivité, de chômage, où en fait les gens sont parfois vraiment très actifs, soit dans leur recherche, soit impliqués, et avec les nouvelles formes d'engagement, eh bien, ce sont des périodes pendant lesquelles c'est intéressant aussi d'aller regarder les compétences qui ont été valorisées, et ça, la VAE va bien rendre tangible, quelque part, les compétences qu'il peut y avoir dans l'engagement et que les personnes vont pouvoir réintégrer dans leur parcours professionnel. Je trouve ça vraiment intéressant, cette démarche qui est co-construite avec l'université. Dans cette logique de temps partagé aussi, je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cette quête de sens au travail. Nous, certains militants dans l'économie sociale et notamment en mutualité, on a la chance d'avoir des détachements de nos employeurs, parfois à temps partiel, etc. Et je trouve que cette notion de temps partagé, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait à développer parce que ça fait vraiment effet vase communicant l'un et l'autre. Donc il faut aussi sensibiliser les employeurs sur comment ils peuvent réintégrer quelque part l'expérience que les militants font dans leur engagement. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est aussi la capacité que ça fait à dialoguer des entreprises, le monde de l'université et puis la société civile. Je trouve que ça, on parle beaucoup de responsabilité territoriale des entreprises. Je pense que voilà, ça fait partie aussi dans le dialogue entre ces différentes parties prenantes à l'échelle d'un territoire de pouvoir travailler vraiment des choses intéressantes. Et je passe la parole à Inès qui vous parlera plus spécifiquement de l'université militante du groupe Vive. Bonsoir, je suis Inès Derceville, je travaille au sein de l'UMG Groupe Vive et je viens, comme le disait Émilie, témoigner au nom de ma casquette de responsable de l'université militante. Alors qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un projet aujourd'hui tout petit par son nombre de personnes formées, par sa promo, mais très grand dans son ambition. De mutualiser une partie de la formation des, pour le moment, administrateurs et administratrices du groupe Vive et avec un objectif, relativement réglementaire de répondre à des demandes précises de notre autorité de contrôle, de la CPR. Et on en profite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Émilie, on rebondit sur cette contrainte pour en faire une véritable opportunité de créer une promo, à l'avenir plusieurs promos, aujourd'hui, donc nouveaux administrateurs et administrateurs de livre 2 des différentes maisons du groupe Vive au niveau national, qui vont donc se retrouver pendant 12 jours. Tout est en présentiel. C'est un vrai défi en 2024 à organiser, mais pour l'instant, ça marche. Tout le monde est là à chaque fois, 12 jours pendant 12 mois. Pour se former sur des enjeux liés au code de la mutualité, au métier d'assureur, etc. Mais surtout, et c'est là-dessus que je voudrais insister, pour se former c'est un peu ce que tu disais, Émilie, à la spécificité de ce rôle d'administrateur ou administratrice tout au bout de ce parcours de militant dont parlait Mathias tout à l'heure.
c'est pas évident. On se retrouve dans un conseil d'administration avec des dossiers comme ça, avec des directions financières, stratégiques, qui ont des diplômes comme ça aussi. Et on doit les questionner, les challenger, comme on dit. On doit questionner, challenger son président, sa présidente. Et donc, cette université militante, elle a aussi pour but de vraiment prendre pleinement son rôle d'administratrice ou administrateur. Elle a aussi pour but de faire groupe, comme on dit, pour un groupe aussi récent que le groupe Vive, d'apprendre à se connaître entre maisons très différentes, avec des cultures professionnelles très différentes. Et ça, c'est fascinant à observer, tout ce qui se passe dans cette promo, qui porte le joli nom de promo Badinter, puisqu'ils ont choisi leur nom le jour où Robert Badinter est mort. Et ils en sont très fiers. On y parle aussi beaucoup d'éducation populaire, de transmission intergénérationnelle, de renouvellement générationnel des militants et des administrateurs et administratrices. Et je voulais terminer en vous disant que bravo, vous êtes diplômé, à mon sens, d'une des meilleures, voire de la meilleure université sur ces sujets. Et je ne le dis pas par flagornerie, ni parce que je suis une ancienne étudiante du Mans, mais parce que c'est une référence depuis 30 ans, enfin c'est historiquement une référence, mais ça continue de l'être. Je viens, moi, du milieu associatif. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le milieu associatif. Donc ce n'est pas seulement une référence au sein du monde mutualiste. Dans l'ESS en général, les masters du Mans restent vraiment une référence à l'époque où beaucoup d'universités et d'écoles de commerce se sont positionnées sur ces sujets, donc bravo. Je suis Youssef Achour, je suis le président du groupe UP et le président de la CRES Île-de-France. Et je crois qu'on m'a invité aujourd'hui pour vous apporter peut-être un éclairage, un regard sur la manière dont nous on gérait la question des enjeux dans une entreprise telle que UP, et aussi par déclinaison aussi les enjeux de la formation à l'ESS pour une entreprise comme la nôtre, et les enjeux concernant la formation à l'ESS pour la CRES Île-de-France, dont j'assure aussi la présidence. Ce que je voulais vous dire, c'est d'abord, UP, c'est quoi? UP, c'est l'ancien chèque déjeuner. Donc c'est une coopérative de salariés. L'entreprise appartient et est détenue à 100% par ses salariés. Cette année, nous fêtons nos 60 ans d'existence. Et depuis l'origine, nous avons fonctionné sous forme de SCOP, donc coopérative, société coopérative et participative. Donc ça nous amène depuis l'origine à bien évidemment avoir des principes qui sont celles de l'économie sociale et solidaire adaptés à une entreprise qui appartient à ses salariés, à savoir des principes de gouvernance démocratique, puisque le conseil d'administration est composé intégralement par des salariés, mais j'y reviendrai aussi après, mais aussi par des représentants des confédérations syndicales, des principes de partage de la valeur de manière totalement égalitaire. Le principe de la gouvernance, c'est un homme, une voix, une femme, une voix. Le principe, bien évidemment, c'est que l'ensemble des résultats sont partagés de façon équitable, quelle que soit la fonction ou le statut de la personne au sein de la coopérative. Et le troisième aspect, c'est une importance très importante au dialogue social, c'est-à-dire on n'est pas simplement sociétaire, on est aussi salarié, et il est tout à fait normal que la question du progrès social soit en permanence un sujet dans l'entreprise, ne pas simplement effectivement vivre de son histoire, mais aussi s'engager dans des aspects futurs. Et c'est justement là où nous travaillons en permanence sur la question de ne pas rester enfermé dans notre modèle coopératif de salariés, dans lequel on vit correctement, parce que finalement, le mode de gouvernance, les conditions de travail et les règles de partage de valeur peuvent, quelque part, vous éloigner des problématiques de la famille à laquelle vous appartenez, celle de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça veut dire que dans le cadre du parcours de toute personne qui rentre dans l'entreprise, la personne est obligée de devenir à un moment ou à un autre sociétaire. Elle a 2 ans pour devenir sociétaire. C'est une obligation. C'est-à-dire que si la personne n'est pas sociétaire, elle doit quitter l'entreprise. Ce n'est jamais arrivé. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Ça veut dire simplement que
le travail que nous devons faire, c'est former en permanence, sensibiliser et accompagner l'ensemble de ceux qui rentrent dans l'entreprise pour ne pas simplement être des personnes qui ont un savoir-faire, mais aussi devenir des personnes qui ont un savoir-être et qui acceptent les principes d'une coopérative et surtout le fait que d'être sensibilisé, d'être formé à l'économie sociale et solidaire. Donc, par exemple, nous organisons 3 à 4 journées des sessions pour toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise, à un moment ou à un autre, en fonction de leur arrivée. Il y a ce qu'on appelle le Welcome Day, qui est une journée complète dans laquelle la présidence, la direction générale, le secrétariat général, l'ensemble des organisations syndicales viennent effectivement expliquer dans quelle entreprise ces gens-là sont rentrés. Voilà, ils ont quelques mois dans l'entreprise et pourtant, on leur explique immédiatement quel est finalement l'ADN, tu l'as dit Mathias, l'ADN de notre entreprise et effectivement les valeurs sur lesquelles s'appuie tout cela. Et bien évidemment, il y a un pan très important sur l'économie sociale et solidaire. Quelles sont les grandes familles qui la composent? Quels sont les grands enjeux? Et bien évidemment, sur quoi porte ce socle de valeurs qu'anime l'économie sociale et solidaire. Et l'objectif de cela, c'est d'en faire des sociétaires engagés. Engagés dans l'entreprise, mais engagés aussi vers la société. Faire en sorte que, bien évidemment, ils soient des citoyens et pas simplement, effectivement, des employés. Je crois que c'est tout le travail que nous menons dans l'entreprise depuis 60 ans. Au-delà des résultats et de la situation des éléments économiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes une coopérative qui détient à peu près une 50aine d'entreprises dans 23 pays et qui représente à peu près 3500 collaborateurs. Ça ne veut pas dire que tous les salariés donc, sont salariés de la coopérative. Nous avons aussi développé, acheté des entreprises dans le monde entier dans le cadre de notre métier. Ce que nous essayons de faire aussi, c'est de partager avec eux ces valeurs. Vous n'êtes pas des coopérateurs, vous n'êtes pas des sociétaires, mais vous faites partie d'une famille, celle d'un groupe coopératif. Donc là aussi, nous avons après derrière un deuxième aspect, et ce n'est pas facile toujours, quand vous êtes en Roumanie ou au Brésil, d'expliquer ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, parce que les perceptions sont particulièrement différentes, pour des raisons historiques, bien évidemment. Quand vous êtes en Pologne ou en Roumanie, expliquer qu'on est une coopérative, c'est parfois un peu compliqué à faire passer, tout à fait. Et quand vous êtes au Brésil ou au Mexique, c'est difficile d'expliquer effectivement quelle est la valeur d'une coopérative, même si, paradoxalement, l'Amérique latine a une vraie culture coopérative, mais pas forcément celle des coopératives de salariés comme nous le sommes aujourd'hui. Et bien évidemment, pour cela, et pour essayer de mobiliser, sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils soient des citoyens dans l'entreprise et des acteurs en dehors de l'entreprise dans la société civile, on se fait accompagner de différentes organisations, de différentes institutions, l'Union régionale des SCOP, à laquelle nous appartenons dans le cadre de la Confédération des SCOP, mais aussi la CRES Île-de-France. Et ça m'amène à rebondir sur la dimension CRES Île-de-France. C'est qu'effectivement, depuis que j'ai pris la présidence de la CRES Île-de-France en 2022, en avril 2022, on a essayé de repenser aussi le rôle de la CRES. Certes, elle a une fonction normale de représentation de l'ESS en Île-de-France auprès de la région et de la préfecture, qui sont ces deux instances avec lesquelles elle discute, mais aussi auprès de l'ensemble des acteurs de l'ESS sur le terrain, et de faire en sorte que nous soyons la maison commune. Pour cela, il y a la dimension plaidoyer, il y a la dimension représentation, et c'est vrai qu'on a ouvert avec les équipes de la CRES Île-de-France un autre chantier qui est de la sensibilisation, pas simplement aux acteurs de l'ESS. A priori, on est plutôt convaincus, nous. Donc ce n'est pas vers nous qu'il faut faire la formation quand on est la CRES, quand on est la CRES Île-de-France. Bien évidemment, on fait un travail pour accompagner les structures adhérentes ou non adhérentes qui font partie de l'ESS. Mais je crois que le challenge que nous nous sommes donné, c'est faire connaître l'ESS à l'extérieur de l'ESS. Et donc pour cela, on a travaillé sur... on s'est inspiré en fait de ce qu'on a fait avec un groupe qui n'est pas un groupe de l'ESS, qui est le groupe Compass, qui est un groupe de la restauration collective, concurrent de Sodexo, etc. Et qui effectivement lui-même s'intéressait au fait, peut-être pas toujours pour des raisons idéologiques ou philosophiques. Il y a aussi de la RSE, il y a aussi effectivement essayé de montrer qu'on s'intéresse à des questions sociétales, sociales, environnementales. Mais ce n'est pas grave.
l'essentiel, effectivement, c'est que tout ce qu'ils peuvent prendre un petit peu plus en ESS, c'est toujours ça de prix. Et donc, on a travaillé avec eux sur la sensibilisation des directions achats du groupe Compass au fait, effectivement, de développer les achats socialement responsables. Hein. Et pour cela, ils nous ont demandé de faire du sourcing et d'identifier et de travailler, de leur faire connaître un certain nombre de structures de l'ESS qui travaillent dans des métiers, dans des activités qui sont des activités sur lesquelles un groupe comme Compass dans la restauration collective, avec lequel il peut travailler. Et ça nous a permis aujourd'hui, je crois, un sourcing de 80 structures qui a amené 40 contacts et 12 acteurs aujourd'hui, 12 structures de l'ESS qui travaillent aujourd'hui avec le groupe Compass. C'est aussi une façon de sensibiliser et de diffuser, voire d'évangéliser l'économie sociale et solidaire auprès d'autres acteurs. Et ça nous a donné l'idée, effectivement, de développer aujourd'hui 3 programmes en partenariat avec des adhérents de l'ESS, 3 programmes de sensibilisation et de formation à des structures privées ou des collectivités locales. Donc on s'est appuyé avec une structure qui s'appelle, une structure membre de la CRES, hein, qui s'appelle Réseau des entreprises citoyennes, qui a développé avec nous un programme de formation en direction des entreprises privées, de sensibilisation et de formation à l'ESS. De l'autre côté, on a fait la même chose avec les canaux, hein, avec une structure qui s'appelle, donc le programme de REC, avec REC s'appelle OSER, le programme avec les équipes des canaux s'appelle PAMS, et lui s'adresse aux collectivités locales. Il ne faut pas les oublier, les collectivités locales, sur les territoires, sont des acteurs fondamentaux pour effectivement diffuser aussi et faire travailler, faire vivre l'ESS sur les territoires sur lesquels ils sont. Et là aussi, comme pour les entreprises privées, c'est autour, pour l'instant, le programme sont basés sur les achats socialement responsables. Parce que je pense que là, nous avons un territoire de jeu. Nous avons un domaine d'action qui est vital et fondamental pour faire en sorte que l'ESS puisse effectivement être mieux compris par les décideurs, que ce soit les directions d'achat dans les entreprises ou les directions d'achat dans les collectivités locales. Et puis nous avons aussi développé un 3e programme permettant de mieux faire comprendre les enjeux de l'ESS, mais cette fois pas sur les achats socialement responsables, mais plutôt sur qu'est-ce que l'ESS, parce que voilà, auprès des entreprises, et nous avons aujourd'hui quelques grandes entreprises privées qui nous sollicitent pour effectivement que des structures membres de notre réseau aujourd'hui aillent faire des programmes de formation à des acteurs qui travaillent dans des entreprises qui ne sont pas ESS, mais pour lesquelles aujourd'hui il y a des marques d'intérêt, voire des sujets portés par l'ESS que ces structures ont envie de s'approprier. Et je crois que là, c'est un formidable chantier. Donc la formation, bien évidemment, quels que soient, je dirais, les domaines, les enjeux de la formation à l'ESS, que ce soit pour ceux qui sont dans l'ESS, mais aussi pour des structures comme la CRES Île-de-France qui doivent faire connaître, valoriser les grandes valeurs et les grands principes de l'ESS, est un domaine que je crois être un domaine fondamental pour justement réussir ce pari, faire en sorte que l'ESS se diffuse progressivement, bien évidemment, dans le mouvement de l'économie sociale et solidaire, mais aussi vers ceux qui ne font pas partie de notre famille d'appartenance, mais pour lesquels nous avons des échanges constructifs, voire la possibilité effectivement de mettre, comme on dit aujourd'hui, d'ESiser un petit peu cet univers économique qui n'est pas celui de l'ESS. Voilà, merci à vous. Alors d'ailleurs, je vais commencer par un petit pas de côté parce qu'effectivement, MGEN plus Group Up, c'est quand même l'occasion, je pense, d'afficher une fierté, qui est la fierté de l'économie sociale et solidaire, et d'avoir des entités qui ont fait quand même leur preuve, et depuis longtemps, je dirais, d'une triple performance économique, sociale et démocratique. C'est quand même des points importants. On est tellement dedans l'ESS qu'on ne s'aperçoit pas nécessairement de ce motif de fierté légitime. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir aussi sur ce que tu évoquais, qui n'est pas directement la formation et l'éducation, mais qui est effectivement la sensibilisation, la pollinisation, pour dire effectivement que dans la feuille de route gouvernementale, je vais en parler un petit peu après, mais il y a une campagne de communication grand public, voilà, pour la fin de l'année ou début d'année 2025, et qui me faisait penser, parce que je ne l'avais pas préparé, qu'on était effectivement dans un cercle connexe de la formation et de l'éducation, mais que ça appartient bien effectivement à ce mouvement-là.
Donc, je travaille au sein de la délégation ministérielle à l'économie sociale et solidaire, donc à Bercy, et par délégation de Bruno Le Maire et d'Olivia Grégoire. Donc, on conçoit, on déploie, on met en œuvre la politique publique du gouvernement en matière d'ESS. Alors, formation, éducation, d'ailleurs, c'est assez particulier parce que ce sont à la fois des objets sur lesquels nous, on n'a pas directement la main. Côté éducation, on va évidemment travailler avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vais en reparler après. Et côté formation, formation professionnelle. Donc, c'est à la fois des objets qui ne sont pas entre nos mains et pour autant dont on a pleinement conscience de l'importance stratégique. Alors, pour diverses raisons qui sont un petit peu des évidences. La première, effectivement, c'est que la pratique de l'ESS, ça suppose véritablement de s'approprier toutes ses spécificités. Et c'est quelque chose qui prend un relief d'autant plus important si on considère le renouvellement des générations dans toutes les organisations de l'ESS. Et très clairement, on passe effectivement d'un militantisme qui a été le fer de lance, on va dire, de l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui à une professionnalisation, vous le savez bien, de plus en plus accrue, à des spécialisations. Et ça me permet d'ailleurs de développer ce point à l'échelle finalement des associations dont on n'a pas forcément parlé, et c'est normal ce soir. Aujourd'hui, les associations, dès lors qu'elles sont employeuses, qu'elles ont un modèle économique, sont devenues des organisations extrêmement professionnalisées, très complexes, et notamment dans la recherche de leur financement. J'étais précédemment co-dirigeant d'une association dans le secteur de l'égalité des chances, 5 millions d'euros de budget, et un modèle complètement hybride entre des financements privés, des financements publics, l'appel au FSE, le contrat à impact. Toutes les sources de financement et d'innovation sociale étaient sollicitées. Et si on avait bien besoin du coup et d'une preuve que l'ESS est professionnel et d'autre part qu'il y a une montée en expertise et en compétences qui est nécessaire, c'est un sujet effectivement qu'on peut développer. Et puis, vous le savez également, il y a un enjeu d'attractivité aussi de nos métiers, de fidélisation. Et c'est aussi à ça que répond l'enjeu de la formation. Alors, il y a d'autres raisons également qui placent la formation au cœur des enjeux de l'ESS. Il y en a un qui est aussi un peu une évidence, mais c'est toujours intéressant de rappeler les évidences, lever un petit peu la tête, c'est que l'ESS, à la différence de l'économie conventionnelle, n'est pas au cœur des parcours d'éducation et de formation académique. Donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle on a à faire preuve de volontarisme. Et puis il y a cet enjeu donc de visibilité dont on parlait, c'est-à-dire rendre visible l'ESS dans la société. Ça commence par la rendre visible à tous les âges de la vie. C'est effectivement l'éducation et l'importance de la formation permanente et continue qui a été soulignée. Alors au niveau de l'État, aujourd'hui, là, pour redescendre un petit peu sur la feuille de route ou sur nos actions concrètes, nous, on a un focus, donc c'est l'éducation à l'ESS. Donc on va intervenir, on va dire, un petit peu plus en amont. Alors ça me permet d'ailleurs de faire une annonce ce soir, voilà, c'est qu'on est en train donc de lancer un rapport d'études concernant la place de l'ESS dans l'enseignement supérieur. Donc c'est une mission importante qu'on va confier donc à Timothée Duverger. Alors pourquoi de lancer un rapport d'études sur la place de l'ESS dans l'enseignement supérieur? Si on est très macro, d'abord parce que ça concerne en fait évidemment la jeunesse et sa capacité à entrer dans un monde bouleversé par les grandes transitions écologiques, sociales et démocratiques. Et soyons aussi la fiers et j'allais dire conscients, l'ESS est probablement l'une des solutions principales, l'un des vecteurs principaux de transformation de la société. Et donc c'est véritablement une visée, je dirais, politique au sens non partisan du terme. Alors ça nous permettra de faire un panorama donc, des formations qui existent. Il y en a à peu près 80 aujourd'hui dans les universités françaises. Ça nous permettra dans cet état des lieux également de pouvoir faire un focus sur la formation et l'éducation à l'ESS, mais aussi un point qui nous intéresse beaucoup, c'est la formation et l'éducation par l'ESS. Je vais y revenir, c'est-à-dire se former à l'ESS, c'est apprendre évidemment des contenus, on va dire, académiques, mais c'est aussi, et souvent surtout, pratiquer l'ESS, qui est probablement l'une des meilleures manières, du coup, de se former. On aura évidemment un ensemble de mesures et de préconisations qui sont attendues, aussi bien sur des parcours dédiés, sur la présence de modules dans des formations plus générales, et puis on essaiera de mettre en valeur des pédagogies innovantes en la matière.
point important qui a été souligné, c'est que dès qu'on parle effectivement d'éducation à l'ESS, surtout dans le cadre de l'enseignement supérieur, et c'est ça qui est très intéressant, on parle tout de suite décloisonnement, puisqu'on va parler rapport aux collectivités, rapport aux entreprises, rapport évidemment au monde de la recherche. Tout cela est à la fois extrêmement stimulant et complètement dans le sens de l'histoire de cette économie responsable qui est de plus en plus pollinisée par l'ESS. Et tout à l'heure, et c'était très intéressant, vous avez mentionné la responsabilité territoriale des entreprises. Et former à l'ESS dans le cadre de l'enseignement supérieur, eh bien, c'est bien souvent justement rencontrer également ces acteurs. Deuxième zoom que je souhaitais faire, c'était sur les actions d'éducation à l'école et via les actions de l'ESPER. Donc on est très content voilà, d'avoir l'AMGEN comme partenaire avec le ministère de l'Éducation nationale. On s'est rendu donc avec Maxime dans un établissement à Aubervilliers lors de la semaine de l'ESS à l'école. Et ce qui est particulièrement intéressant, et ça me ramène à mon propos, c'est de voir comment des jeunes, en l'occurrence 2 classes de 4e, s'emparaient de l'économie sociale et solidaire par la pratique, c'est-à-dire en montant des projets en mode coopératif sur des grands enjeux. Et c'était intéressant d'ailleurs de voir aussi que les premiers enjeux repérés par les jeunes concernés, c'était la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le racisme, c'est-à-dire directement les exclusions auxquelles ils faisaient face quotidiennement. Et c'est très riche effectivement pour nous comme enseignement. L'enseignement principal, et ça va beaucoup parler à Youssef, c'est que la pratique coopérative, ça s'apprend. C'est pas spontané, c'est pas juste du travail en groupe, c'est un vrai processus qui est organisé. On apprend effectivement à structurer les échanges. C'est du faire ensemble, du faire collectif, et c'est même probablement une manière également de se structurer soi-même. C'est aussi une manière de voir à quel point la pratique coopérative et de manière plus générale les pratiques d'ESS nous apprennent la démocratie. Et c'est évidemment un enjeu extrêmement important, cette capacité à faire société qui suppose du coup la confrontation des points différents. Et on ne crée pas d'ailleurs des consensus mous, on crée au contraire l'intégration de l'ensemble des points de vue et la capacité à prendre une décision commune. C'est donc un formidable vecteur d'enseignement démocratique. Et puis, dernier petit point, alors je dirais un peu intéressé, pas du côté de l'État, mais du côté de ceux dont je vais parler, ce sont les coopératives d'éducation à l'entrepreneuriat collectif, qui sont représentées notamment par la Fabrique des coopératives. Et ce sont ces coopératives jeunesse de service qui permettent à des jeunes, le temps d'un été ou de quelques mois, de monter des projets coopératifs sur des territoires avec l'ensemble des acteurs et d'aller jusqu'à la mise en œuvre économique de ce projet. Donc ce sont de très beaux projets, et alors là pour le coup qui ont besoin de financement. Donc je me permets à peine, mais je me permets quand même de me tourner justement vers mes camarades, parce qu'on a là un enjeu au niveau de la pratique en économie sociale et solidaire et coopérative qui est particulièrement important. Voilà, donc je souhaitais conclure en vous félicitant toutes et tous, et puis en remerciant aussi tous les intervenants qui ont animé la soirée. Merci.